vit dans un monde qu'on a bâti, n'est-ce pas? Des ponts immenses qui traversaient des baies entières jusqu'aux puces électroniques minuscules au cœur de nos téléphones. Et on part du principe que tout ça, que tout ça va fonctionner, que l'acier va tenir, que le béton ne va pas céder. Mais qu'est-ce qui se passe quand ce n'est pas le cas? Quand une structure lâche, ce n'est jamais un coup du hasard. Non, c'est une réaction en chaîne, un effet domino. Et notre exploration aujourd'hui au cœur des nouvelles technologies de fabrication, elle commence précisément là, à la recherche du tout premier maillon de cette chaîne. C'est la question centrale. Pour pouvoir construire le futur, il faut d'abord comprendre pourquoi nos créations, même les plus solides, finissent parfois par se briser. Alors, je propose qu'on mène l'enquête ensemble. Notre première étape nous emmène donc sur ce qu'on pourrait appeler la scène du crime. Sauf qu'ici, les experts ne sont pas des policiers, mais des ingénieurs. Ce sont de véritables détectives qui savent faire parler les matériaux. Leur spécialité, ça s'appelle l'analyse de défaillance. Franchement, c'est un peu comme une version des experts pour le monde de l'ingénierie. Ils collectent les morceaux, les examinent sous toutes les coutures et utilisent des méthodes scientifiques pour remonter jusqu'à la cause première de la rupture. Pour bien comprendre comment ils travaillent, rien de tel qu'un cas concret. On va ouvrir un dossier bien réel, celui de la rupture de plusieurs énormes tiges d'acier sur le nouveau pont de la baie de San Francisco, en 2013. Un incident majeur, survenu avant même son ouverture au public, ce qui a bien sûr déclenché une enquête approfondie. Et leur méthode est vraiment fascinante. Ça ressemble à une enquête criminelle. Tout commence par un examen visuel, à l'œil nu, pour chercher les indices évidents. Ensuite, on sort l'artillerie lourde, le microscope électronique, pour zoomer des milliers de fois sur la surface de la cassure. Après ça, on va encore plus loin. On regarde la structure interne du métal. Et enfin, il y a les essais destructifs. Là, on sacrifie des morceaux pour tester leurs limites et débusquer la moindre faiblesse cachée. Et le verdict est tombé. Le coupable, ce n'était pas un défaut de conception visible, ni une surcharge. Non, c'était un ennemi invisible. De simples atomes d'hydrogène qui s'étaient infiltrés dans l'acier, le rendant cassant de l'intérieur. Le vrai problème n'était pas ce qu'on pouvait voir, mais ce qui se passait à une échelle infiniment plus petite. Cette conclusion nous force à changer complètement de perspective. Pour vraiment trouver l'origine de la chaîne, il faut plonger dans le monde de l'infiniment petit, là où les propriétés de toute matière prennent réellement naissance. Et voilà le point crucial, une défaillance spectaculaire, comme une tige d'acier qui se brise, ça commence toujours par une imperfection minuscule au niveau des atomes. La fissure qu'on voit, ce n'est que la fin de l'histoire. Pour comprendre le pourquoi, il faut penser atomique. Et voici à quoi ressemble cette scène de crime microscopique. Pour la plupart des métaux, les atomes ne sont pas juste jetés en vrac, pas du tout. Ils forment une structure hyper ordonnée, qui se répète, un peu comme un échafaudage parfait. C'est ce qu'on appelle un réseau cristallin. C'est l'architecture fondamentale qui soutient tout le reste. Et ça, c'est le principe fondamental de toute la science des matériaux. Retenez bien ça, la structure détermine les propriétés. Autrement dit, la façon dont les atomes sont rangés dicte absolument tout. La solidité, la rigidité, la conductivité, tout. Si on change la structure, on change le matériau. Le truc, c'est que cette belle architecture n'est jamais parfaite. Il y a toujours des petits défauts, des sortes de coquilles à l'échelle atomique. Un atome manquant par-ci, une rangée mal alignée par-là. Et ce sont précisément ces défauts qui créent des points de faiblesse, des amorces à partir desquelles une fissure peut naître et se propager. Ok, maintenant qu'on a identifié la cause première, la source du problème au plus profond de la matière, on peut passer à la solution. Comment utiliser cette connaissance pour, cette fois, concevoir des matériaux plus fiables, en partant de la base, c'est-à-dire de l'atome? La réponse se trouve dans un domaine qui peut sembler un peu abstrait, la thermodynamique. Mais en réalité, c'est très concret. C'est le manuel d'instruction de la nature, celui qui dicte comment les atomes vont s'organiser pour former des structures stables. Les ingénieurs s'en servent pour devenir de véritables architectes de la matière. Au sein de chaque matériau, il y a une sorte de bataille permanente entre deux grandes forces. D'un côté, il y a l'enthalpie, c'est la tendance qu'ont les atomes à vouloir former des liaisons bien solides, bien organisées, pour économiser de l'énergie. De l'autre côté, il y a l'entropie, c'est la tendance naturelle de l'univers à aller vers le désordre, le chaos. Et qui est l'arbitre de cette bataille? C'est ce qu'on appelle l'énergie libre de Gibbs. C'est elle qui va déterminer l'équilibre. Un matériau va toujours chercher à adopter la configuration qui minimise cette énergie. La structure la plus stable, et donc la plus fiable, c'est celle qui trouve le compromis parfait entre l'ordre et le désordre. Alors concrètement, comment les ingénieurs utilisent tout ça? Eh bien avec cet outil absolument essentiel, les diagrammes de phase. Ce sont de véritables cartes au trésor, des livres de recettes pour matériaux. Ils leur montrent exactement quelle structure un alliage va former en fonction de sa composition et de la température. C'est comme ça qu'on peut concevoir des matériaux sur mesure. Bon,
On a plongé très très profond dans l'infiniment petit. Maintenant, on remonte à la surface. Car c'est en connectant cette compréhension intime de la matière aux technologies de demain qu'on touche au cœur de la prochaine révolution industrielle. Fort de ce savoir, les ingénieurs ont plein de techniques pour renforcer les matériaux. On peut les écrouir, c'est-à-dire les déformer pour les durcir. On peut aussi introduire des atomes étrangers pour perturber le réseau et bloquer les défauts. Une autre méthode, c'est de réduire la taille des cristaux pour créer plus de barrières internes. Ou encore, on peut faire pousser des obstacles microscopiques au sein même du matériau. Toutes ces stratégies ont le même but: contrôler la structure à l'échelle micro pour obtenir des propriétés macroscopiques exceptionnelles. Et c'est là le message fondamental de toute cette analyse. Une défaillance, ce n'est pas une fin en soi. Au contraire, chaque fissure, chaque rupture, c'est une leçon. C'est en comprenant l'échec à son niveau le plus fondamental qu'on trouve le véritable point de départ de l'innovation. Cette maîtrise de la matière, ça ouvre des possibilités absolument vertigineuses. En devenant des architectes à l'échelle atomique, on repousse les limites de ce qu'il est possible de créer. La question n'est plus seulement de savoir comment on va construire, mais plutôt qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire demain? Quel avenir allons-nous concevoir atome par atome?